En 1984, 85, 86, la cocaïne inonde le comté de Miami-Dade. On estime à près de 100 000 le nombre d'immigrés clandestins colombiens qui vivent du trafic de drogue dans le sud de la Floride. Les policiers ont été surpris parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'un réseau de trafic de stupéfiants soit dirigé par des femmes. Le cartel de Cali ne recrutait que les meilleurs éléments. Mary Valencia avait fait ses preuves. Elle utilisait ses sœurs et ses cousines pour livrer la drogue, parce que les femmes étaient moins contrôlées que les hommes. Ça fonctionnait tellement bien qu'elle a commencé à importer non plus des kilos, mais des tonnes. Elle avait des maisons entières remplies de billets de banque. La scène de Scarface, où on voit Al Pacino rentrer dans une banque avec un sac plein de dollars comme le Père Noël, ça arrivait. Mary Valencia dirigeait des salons de beauté en Colombie qui lui servaient de couverture. Elle notait tout. Ça, c'était une grave erreur. Ils la cherchent. Ils ont une photo. Elle avait changé son apparence. Elle n'avait plus le même visage. Si le cartel de Cali veut votre peau, vous êtes mort. Vous pouvez être bon, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais plus vous travaillez longtemps dans le trafic de drogue, plus vous augmentez vos risques de finir derrière les barreaux ou 6 pieds sous terre. Aujourd'hui, dans Les Diables de l'Amérique, la señora Mary Valencia. Chaque année, Rio de Janeiro organise son carnaval, la plus grande fête du monde. J'adore! J'adore! La samba, les belles femmes, y a rien de mieux! Chaque jour, 2 millions de visiteurs envahissent les rues. Mais en 1997, les forces de police locales et internationales ne s'intéressent qu'à une seule personne. Faire en sorte que plusieurs personnes travaillent sur une même affaire est parfois impossible, même au sein de votre propre groupe. Alors imaginez quand il s'agit d'autres agences, d'autres pays. La chasse à l'homme internationale vise une femme d'âge moyen, une baronne de la cocaïne, Mary Valencia, alias la Señora. Elle était petite et légèrement trapue. Elle ne mesurait pas plus d'1,50 m. Elle était d'origine colombienne. Mary Valencia était au sommet. Elle était la trafiquante colombienne la plus puissante sur le marché de la drogue américaine à l'époque. Je pense qu'elle figure dans le top 5 des plus grandes trafiquantes de drogue de tous les temps. Mary Valencia était au-dessus de Griselda Blanco, au-dessus de Sandra Avila Beltrán et des autres baronnes de la drogue. Pourquoi? Parce qu'elle a réussi à faire entrer plus de cocaïne aux États-Unis que n'importe laquelle d'entre elles. C'était un gros bonnet. Si Griselda Blanco laisse des cadavres dans son sillage, c'est une fusillade digne d'un vieux western. Dieu seul sait combien de balles ils ont reçues. la Señora utilise sa sexualité pour se hisser jusqu'au sommet. On m'a dit que Mary Valencia était bisexuelle. Elle employait une équipe de femmes pour transporter la drogue. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Mary Valencia avait des relations avec certaines des femmes qui travaillaient pour elle. C'étaient des personnes en qui elle avait confiance et qui étaient loyales envers elle. Lorsqu'elle a besoin d'employer la force, elle a recours à un homme. Un certain Edgar Valero, également appelé Beto, travaillait sous ses ordres. Une de ses méthodes préférées quand quelqu'un le doublait, c'était de prendre 2 poutres, d'y attacher des chaînes et d'écarteler lentement la personne. Le réseau de la Señora s'étend sur tout le territoire américain dans les années 1980, période durant laquelle le commerce de la cocaïne colombienne connaît son apogée. Elle travaille à la fois pour le cartel de Medellín et pour celui de Cali. Ces 2 pourvoyeurs se partagent plus de 90% du marché mondial de la cocaïne. Ça représentait des sommes faramineuses, des milliards de dollars. Les cartels colombiens ont commencé à exporter des tonnes de poudre vers les États-Unis. Ils ont créé un marché et une demande.
Des gens qui n'avaient jamais entendu parler de la cocaïne connaissaient tout à coup le prix au gramme. Ça, c'est la meilleure cocaïne au monde. Le produit fini a été sniffé ou fumé par 22 millions d'Américains. Le trafic sur le sol américain a atteint de telles proportions que la saisie de près de 400 kilos de cocaïne à Miami n'a même pas d'impact sur les barons de la drogue. C'est un commerce qui représente 100 milliards de dollars par an. Sur un marché aussi lucratif, quiconque ose faire du tort au cartel en paie le prix fort. L'histoire nous a enseigné une chose. Comme on le voit dans Le Parrain, si les cartels veulent votre peau, ils vous tueront. Les explosions se sont produites à quelques minutes d'intervalle. Les 3 bombes ont provoqué d'importants dégâts dans le quartier des affaires de la ville de Cali. Selon la police, ce serait l'œuvre de narcotrafiquants. Protégée par le cartel de Cali, Mary Valencia réussit à échapper à la justice pendant des années. Elle savait qu'elle était dans le collimateur du gouvernement fédéral et elle a fui. En 1995, lorsqu'on la recherchait, elle était basée en Colombie. Elle était invisible. Elle avait adopté un profil bas. Elle quittait très rarement, voire jamais, la Colombie. Mais pendant le carnaval, elle a voulu aller à Rio. Le FBI a su qu'elle allait se rendre au Brésil pour le carnaval et a pris des dispositions pour surveiller l'aéroport. La DEA s'est également rendue au Brésil. L'opération s'est faite en coordination avec la police fédérale brésilienne. J'ai dit, on va surveiller tous les avions qui sont partis de Cali en Colombie et s'opposent à Rio de Janeiro, parce que je me déplace pas pour rien. Malgré leurs efforts, ils ne trouvent pas la fugitive. Personne ne ressemblait à la photo qu'ils avaient. Une fois de plus, Mary Valencia semble avoir échappé à la police. Celle que les membres de son organisation appellent la Señora s'est élevée à un rang que peu d'hommes et de femmes sont parvenus à atteindre dans le milieu de la drogue. La parité homme-femme n'est pas respectée dans le trafic de la drogue. Il est notoirement dominé par les hommes. Les femmes, elles, transportent la drogue ou blanchissent l'argent. Mais Mary Valencia était une des rares femmes à la tête de sa propre organisation. Mary, c'était la patronne, tout le monde le savait. C'était une femme d'affaires remarquable. Elle a dirigé une organisation que peu de gens auraient été capables de diriger. Elle a probablement fait bien mieux que beaucoup d'hommes à sa place. Les Colombiens considèrent le commerce de la drogue comme un commerce. La cocaïne est une marchandise pour eux. Mary Valencia est une force de vente à elle toute seule pour les cartels. L'une des clés de sa réussite est la main de fer avec laquelle elle contrôle son organisation. Elle travaille avec des membres de sa famille, avec ses sœurs et ses cousines, avec des gens en qui elle a confiance. Ce qui la distinguait, c'était que ses principaux lieutenants étaient des femmes. Il était logique qu'elle emploie beaucoup de femmes, puisqu'elle utilisait des boutiques de produits de beauté comme couverture en Colombie. Il aurait paru étrange que ce soit des gros durs avec des tatouages dans le cou qui vendent du maquillage. Au début des années 1980, bien avant que les policiers américains n'entendent parler de la Señora, elle travaille à Miami dans l'anonymat le plus complet. Elle est devenue quelqu'un qui rendait service à des gens en Colombie. Et ça a évolué vers le trafic de drogue et le blanchiment d'argent. Elle a développé son organisation progressivement, mais elle est devenue très importante et très complexe. Mary Valencia finit par arrêter de vendre de la drogue depuis Miami et commence à en importer dans le pays. Mary Valencia utilisait principalement des bateaux ultra rapides pour convoyer la cocaïne par les Caraïbes. La transporter jusqu'à Porto Rico revenait à la faire entrer aux États-Unis, parce que Porto Rico est un État libre associé aux États-Unis et qui ne subit pas de contrôle douanier strict. Une fois que la drogue était sur le sol américain, elle avait des planques dans tout le pays.
Elle avait des planques dans plusieurs villes, dont Houston, New York, Costa Mesa, Los Angeles. Son réseau de distribution était très développé. Il était national aux États-Unis. Son vaste réseau lui vaut le respect du cartel. Il lui rapporte également de l'argent, énormément d'argent. Au cours de notre enquête, nous avons surveillé l'argent. Nous avons suivi le gros de l'argent qui était réparti dans des parfumeries, des bijouteries. Des centaines de milliers de dollars étaient déposés dans ces boutiques et blanchis pour Mary et ses associés. Mary Valencia était au sommet. Était-elle un assassin horrible? Pas à proprement parler. Mais son arme, c'était la cocaïne. Et avec cette drogue, je suis certain qu'elle a tué des centaines de personnes. Miami. À l'époque de 2 flics à Miami dans les années 1980. L'une des grosses huiles de South Beach pendant les beaux jours des cow-boys de la cocaïne est une petite femme colombienne qui tient une boutique d'encadrement. Mary Valencia gagne des millions de dollars par an. Et ce n'est pas en accrochant des tableaux au mur. Mary Valencia faisait entrer facilement 25 tonnes de cocaïne aux États-Unis, ce qui devait représenter bien plus d'1 milliard de dollars. La scène de Scarface, où on voit Al Pacino rentrer dans une banque avec un sac plein de dollars comme le Père Noël et le déposer sur le bureau du directeur de banque, c'était vrai. Ça arrivait. Et ça arrivait souvent. Ce qui a éveillé les soupçons des policiers, c'est que l'année dernière, les banques du sud de la Floride ont enregistré une augmentation de 6 milliards de dollars pour les dépôts en espèces. Elle avait des maisons entières remplies de billets de banque à Miami, qu'elle s'efforçait de transférer en Colombie parce que les dirigeants des cartels et les gens qui fabriquaient la cocaïne avaient besoin de cet argent en Colombie, pas à Miami. Pendant des années, la Señora parvient à faire rentrer l'argent au pays. Mary Valencia est née dans la région de Cali en Colombie en 1953. Elle naît en plein cœur de la violencia, la violence. Une période de guerre civile et d'instabilité politique qui déchire la Colombie pendant 10 ans. Mary Valencia a grandi dans une région proche de Cali, à Santa Rosa de Cabal. C'était une petite ville très pauvre. Elle a connu une enfance très pauvre, mais je ne connais aucun trafiquant de drogue qui ait grandi dans le luxe. Quelqu'un issu d'une famille privilégiée d'Amérique centrale ou d'Amérique latine ne devient pas trafiquant de drogue, parce qu'il n'en a pas besoin. Ceux qui deviennent trafiquants, ce sont les enfants des rues, comme Mary Valencia. Ceux-là veulent s'en sortir, et pour s'en sortir, ceux qui ont l'ambition et la volonté de faire autre chose se tournent vers la drogue. Elle a la motivation, l'ambition, et sa situation géographique lui en donne la possibilité. Les membres du cartel de Cali adoraient aller chez elle parce qu'ils s'y sentaient en sécurité. Ils allaient s'y reposer. Ils faisaient la fête dans sa ville. Très tôt, à l'adolescence, Mary Valencia a commencé à faire la connaissance de ces individus. À l'époque, le principal acteur du trafic international de cocaïne est Pablo Escobar, de la ville de Medellín. Medellín était le fief traditionnel. La ville se considérait comme l'initiatrice, la mère du trafic de cocaïne. Mais la ville de Cali était tout aussi ambitieuse. Le cartel de Cali était un cartel beaucoup plus professionnel. Il ne recrutait que les meilleurs éléments. Le cartel de Cali était plus axé sur le commerce. Ils évitaient la violence. Ils n'y avaient recours que lorsqu'ils la jugeaient nécessaire, pas pour impressionner comme le faisait Pablo Escobar. Ils veillaient à très soigneusement compartimenter les informations. Ils faisaient en sorte que leurs membres en sachent le moins possible. Un membre connaissait la personne au-dessus de lui et en dessous, mais ne connaissait personne d'autre. De cette façon, s'il était arrêté par la police et devait coopérer, il avait peu d'informations à fournir. Au début des années 1980, ses liens avec le cartel de Cali sont payants. Ils l'envoient aux États-Unis et la mettent au travail.
Au milieu des années 1980, elle arrive à Hialeah et met en place un réseau. En 1983, 84, 85, 86, la cocaïne inonde le comté de Miami-Dade. On estime à près de 100 000 le nombre d'immigrés clandestins colombiens qui vivent du trafic de drogue dans le sud de la Floride. La filière colombienne de Miami représente 80% des 20 milliards de dollars annuels que génère le trafic de cocaïne. On ne saurait trop insister sur l'ampleur de l'épidémie de cocaïne. Pendant les années 60, les Américains ont goûté à beaucoup de drogues, du cannabis jusqu'au LSD. Certains avaient peut-être entendu parler de la cocaïne, mais ce n'était pas une drogue courante. Ce n'est que dans les années 70 que les cartels sud-américains ont compris le pouvoir de la culture de la coca et de ce qu'ils produisaient. Un pouvoir de milliards de dollars de bénéfices. Les autorités fédérales sont loin d'imaginer que c'est une petite femme colombienne qui dirige l'approvisionnement. Les dirigeants du cartel ont rapidement compris que s'ils la formaient et la faisaient entrer dans leur business, elle ferait du bon travail pour eux. Il a toujours été primordial pour les dirigeants en Colombie de trouver des Colombiens qui avaient un passeport américain, parce qu'ils pouvaient facilement entrer et sortir du pays, et ça leur plaisait. Bien sûr, elle avait de multiples identités. C'était courant d'avoir plusieurs passeports. Mais il fallait être un bon élément. Avoir un passeport ne suffisait pas à vous garantir une place au sein du cartel. Elle ouvre une boutique d'encadrement et se fait passer pour une honnête femme d'affaires. Ils aimaient Mary Valencia non pas pour sa beauté, car elle n'était pas très jolie, mais pour son intelligence, sa rapidité d'exécution et son efficacité. Elle a commencé comme coursière, puis ils lui ont donné de plus en plus de responsabilités. Elle employait ses sœurs, ses beaux-frères et des gens de sa famille. Parce qu'ils sont tous de la même famille, le risque qu'il y ait des escalades de violence est beaucoup moins élevé que dans d'autres organisations. Son organisation a grandi plus lentement. Elle était construite sur la confiance. Elle reposait sur des années de travail. La famille joue également un rôle clé dans ses relations avec le cartel. Le cartel de Cali s'assurait la loyauté de ses membres en recrutant uniquement des personnes qui venaient de la région de Cali et qui y avaient encore de la famille. Mary Valencia avait beaucoup de familles en Colombie, dont sa mère. Vous étiez moins susceptible de vous retourner contre eux puisqu'ils savaient où vivait votre famille en Colombie. Ils aimaient que des membres de votre famille soient près d'eux. Ça leur faisait des otages, en quelque sorte, s'il vous arrivait quelque chose. Le cartel de Cali n'a peur que d'une seule chose, le gouvernement des États-Unis. On effectue des interpellations, on procède à des saisies, on met des personnes sur écoute, puis on apprend que sa sœur et son beau-frère ont été torturés et tués. Le beau-frère était enveloppé dans du fil de fer barbelé. Il était mutilé. C'était un message adressé à Mary pour qu'elle garde le silence. En 1988, Miami Connection sort sur les écrans. Le film raconte la guerre qui oppose un gang de ninjas à un groupe de rock pendant l'âge d'or du trafic de cocaïne en Floride. Malgré un flop retentissant, le film est devenu culte. L'intrigue reflète bien la réalité de ce qui se passe à Miami à l'époque. L'une des principales sources de cocaïne aux États-Unis est une Colombienne toute menue. Elle est à la tête d'une armée de femmes qui voyagent partout dans le monde, leurs valises pleines de drogue et d'argent liquide. Mary Valencia n'a jamais été la cible. La DEA et les services de lutte anti-drogue ne s'attendaient pas à ce qu'un groupe de femmes convoie de la drogue. À en croire les apparences, c'est une femme d'affaires qui aime les sorties entre amis et les voyages à l'étranger. Sa base est une boutique d'encadrement qui s'appelle Mil Artes. Ce n'était pas une petite épicerie de coin de rue. C'était une entreprise internationale. Et elle en était la PDG. Or, on ne peut pas être idiote et être la PDG d'une entreprise internationale. Elle dirige le réseau de Miami pour le cartel de Cali et importe des quantités astronomiques de cocaïne.
Mary Balencia avait les contacts pour le transport. La drogue était fournie par les gens de Cali et elle gérait le transport principalement avec des bateaux ultra rapides entre la Colombie et Porto Rico. N'oubliez pas que la mer des Caraïbes a une superficie de plus de 2 500 000 km² et qu'elle compte 700 îles, îlots, récifs, et que ces îles ont des frontières très perméables. Lorsque la marchandise arrive aux États-Unis, elle la répartit dans tout le pays grâce à des passeuses de drogue, certaines qu'elle connaît de Colombie et d'autres qu'elle recrute à Miami. Elle pouvait les contrôler, les intimider un peu plus que si ça avait été des vrais truands colombiens. Elle a réussi pendant de nombreuses années à ne pas avoir de problème avec la justice parce qu'elle donnait des ordres à 2 ou 3 personnes de confiance qui les transmettaient au reste de l'organisation. Elle était en lien avec un certain Beto, un homme très violent. Le fait qu'il était l'un de ses principaux hommes de main lui donnait du poids. Et bien entendu, elle les payait bien. Alors ils étaient loyaux et ne partaient pas. Mais tous savent parfaitement dans quoi ils trempent et qui mène le jeu. Elle savait comment persuader les gens qu'elle allait les assassiner, sans avoir à les assassiner. Or, si vous pensez que quelqu'un va vous tuer, vous êtes plus susceptible de faire ce qu'il vous demande. Dans ses livres de comptabilité, Mary Balencia consigne des comptes aux 4 coins des États-Unis. Une fois la cocaïne en sécurité dans les planques, la vente auprès des acheteurs habituels commence. Ça paraît démodé aujourd'hui, mais en 1995, les beepers étaient très en vogue. Tous les membres de l'organisation en avaient un. Quand ces chiffres s'affichaient, ils devaient appeler un certain numéro. Là, on leur disait où aller et qui voir. C'était très compartimenté. Personne ne connaissait personne. La personne chargée de récupérer la cocaïne doit laisser une voiture à un lieu de rendez-vous convenu pour les employés de Mary Balencia. Ils prenaient la voiture, conduisaient jusqu'à la planque, entraient dans le garage pour que rien ne soit visible, puis ils chargeaient la quantité de cocaïne requise. Ils conduisent ensuite la voiture jusqu'à un lieu prédéfini, comme un centre commercial par exemple. Ils ne retrouvaient jamais directement la personne qui venait chercher la drogue. Ils garaient la voiture, puis ils rejoignaient la personne quelque part pour lui dire où la voiture chargée était stationnée. Il n'y avait jamais d'échange d'argent. Ils faisaient très attention à cela. Ils ne mélangeaient pas l'argent et la drogue. Pour ce qui est de l'argent, Mary Balencia et ses employés ont recours au schtroumpfage, selon le terme utilisé par la police. Le schtroumpfage consiste à faire des dépôts de moins de 10 000 $ pour ne pas dépasser le seuil qui rend la déclaration des dépôts obligatoire. Ils déposaient les sommes sur des comptes en Floride, puis ils commandaient des carnets de chèques. Ils ouvraient des comptes dans toutes les banques. Ils demandaient des chéquiers et les expédiaient par la poste en Colombie. Pour les responsables du ministère de la Justice américaine, l'arrestation de gros trafiquants de drogue et d'un directeur de banque qui a eu lieu aujourd'hui n'est que le début d'une longue enquête. Elle porte le nom d'opération Greenback. Ce qu'elle arrivait à faire aussi, c'était transporter de grandes quantités d'argent liquide dans des valises jusqu'en Colombie. L'argent liquide placé dans des bagages, ces équipes d'employés s'envolent pour la Colombie avec des centaines de milliers de dollars. Et ce, pendant des années. Ces équipes étaient très importantes. Elles ne partaient jamais à vide vers la Colombie. Elles cachaient l'argent dans leurs valises ou sur elles. Elle devient l'une des premières importatrices de cocaïne aux États-Unis et pratiquement un membre à part entière du cartel. Au début de l'année 1989, c'est par hasard que le gouvernement américain découvre l'existence de Mary Balencia. Un indicateur nous a donné des informations sur un gros trafiquant colombien. À l'époque, on ne savait pas que c'était Mary Balencia. Sur la base de ces renseignements, des agents commencent à surveiller un parking d'un centre commercial de Costa Mesa en Californie. On est allé sur le parking et on a observé.
On était à la recherche de quelqu'un qui avait l'air un peu sur ses gardes, un peu stressé. Et tout se passe comme l'avait expliqué l'informateur. 2 femmes montent dans une voiture qui a été laissée et s'en vont. Les agents les suivent jusqu'à une maison située non loin. 431 kilos de cocaïne, pratiquement une demi-tonne, ont été découverts. Juillet 89, c'était un beau coup parce que c'était la plus grosse saisie jamais réalisée dans l'État. Grâce à la plaque d'immatriculation, les agents remontent jusqu'à une agence de location. Le contrat a été rédigé au nom de Barbara Paniagua. Maria Marin y figure en tant que 2e conductrice. Elles ont fait 2 erreurs. Utiliser leur vrai nom pour louer la voiture et donner leurs adresses à Miami. Une perquisition a lieu à Miami et les autorités se rapprochent un peu plus de la Señora. Les agents fouillent le domicile de Barbara Paniagua et ils saisissent un grand nombre de documents très compromettants qui la relient à Mary Valencia. Lors de leur arrestation, elles ne donnent pas leur patronne. Elles sont mises en examen avec d'autres personnes qui étaient chargées d'aller chercher la drogue qu'elles vendaient. Elles sont incarcérées dans une prison fédérale sans avoir dit un mot sur la Señora. Elle savait comment tenir ces gens. Elle savait très bien faire ça. Mais lorsqu'on dirige une organisation illégale, tôt ou tard, cette organisation s'effondre. Si un gouvernement fédéral vous recherche, il finira par vous trouver. Ça peut prendre plusieurs années, mais ça arrivera. Mary Valencia était quelqu'un qui aimait garder le contrôle, qui aimait savoir ce qui se passait et qui notait tout. Et c'est une des raisons pour lesquelles elle est parvenue au sommet du trafic de cocaïne. Mais c'est également ce qui a causé sa perte, car elle tenait des livres de comptabilité. Ça, c'était une grave erreur. En 1990, à Miami, les enquêteurs tombent sur la piste d'une baronne de la drogue. J'ai commencé à travailler sur l'affaire Mary Valencia bien avant que la DEA n'ait connaissance de son existence. On avait un indicateur qui était ami avec quelqu'un qui était de la famille de Mary Valencia. L'informateur les conduit à une adresse. Ils y découvrent dans une poubelle le premier élément qui fera véritablement avancer l'enquête. La police inspecte les poubelles parce que les gens n'imaginent pas que quelqu'un pourrait fouiller leurs détritus. Alors ils prennent des documents qui peuvent être compromettants et les jettent à la poubelle sans savoir que ces documents perdent alors leur caractère privé. On a effectué une quinzaine de ces fouilles. On était dehors dans la rue vers 4 heures du matin. Et une nuit, on a trouvé un fax déchiré en morceaux. Il s'agissait de toute évidence d'un tableau que Mary Valencia avait envoyé depuis Miami à Cali, en Colombie. En regardant de plus près, les agents comprennent qu'ils sont tombés sur une véritable mine d'or. On avait toutes les livraisons de cocaïne aux États-Unis dont Mary Valencia était responsable et toutes les sommes d'argent qui, soit sortaient du pays, soit étaient injectées dans le système pour le cartel de Cali. Elle pensait qu'elle n'avait pas besoin de coder ses livres de comptabilité et qu'une fois qu'elle les avait déchirés et jetés à la poubelle, ils disparaissaient à tout jamais. Elle prenait la précaution de les jeter dans la poubelle de la cuisine pour qu'ils se mélangent au reste d'aliments. Et on a dû essuyer tous les morceaux avant de reconstituer le puzzle. Elle était loin d'imaginer que le FBI et la DEA allaient savoir ce qui était écrit, qu'ils allaient faire traduire l'espagnol. Et parce qu'elle n'a pas utilisé de code, elle a tout simplement livré aux forces de police américaines une carte de son réseau. Sur les tableaux qu'on a trouvés, on avait à peu près 1 tonne de cocaïne par mois ou plus, ce qui représentait dans les 10 à 20 millions de dollars par mois. Pour une femme qui était très intelligente et maligne, elle faisait des choses vraiment idiotes.
Il y avait beaucoup de cocaïne sur ces tableaux, mais c'était dérisoire par rapport au trafic qu'elle dirigeait. Une fois qu'on avait les dates et les lieux, on a pu remonter dans le temps et faire le lien avec certaines de ces importations. Et c'est comme ça qu'on a fait le rapprochement avec des saisies en Californie, à Porto Rico, à Chicago, à New York et dans le New Jersey. Les éléments trouvés dans la poubelle marquent le début de l'opération Orange, une opération visant à capturer une baronne de la drogue. Soudain, le lien est fait entre la Señora et plusieurs saisies records des 5 années précédentes. En remontant jusqu'à ces saisies, on faisait le lien qu'on n'avait pas pu faire jusque-là avec notre enquête. On avait des gens qui nous parlaient de la drogue, des gens qui nous juraient qu'ils l'avaient vue, mais on n'avait pas cette drogue dans notre enquête. Maintenant, on avait la drogue. On était très contents parce qu'on savait qu'on avait suffisamment d'éléments pour l'inculper. L'enquête permet de mettre au jour le vaste réseau de Mary Valencia. Son interpellation doit avoir lieu en 1992. Mais elle disparaît quelques jours avant. Elle savait que certaines de ces saisies allaient nous permettre de remonter jusqu'à elle. Et elle a pensé qu'il valait mieux prendre les devants. Elle s'est donc réfugiée en Colombie, où elle savait que le cartel de Cali la protégerait. Toutefois, il n'est pas certain que sa décision lui ait été dictée par son intuition. On a appris que Mary Valencia avait l'habitude d'appeler les inspecteurs de la police de Miami. D'après certaines de nos informations, elle payait certains policiers. Et nous avons découvert qu'un agent de police avait apparemment une liaison avec elle. Je suis convaincu que cela a compromis notre enquête. Ça m'a, disons, abattu de ne pas pouvoir mettre Mary Valencia en prison. Parce que je considérais qu'il fallait qu'elle aille en prison. Bien qu'elle ait quitté le pays, Mary Valencia sera quand même inculpée aux États-Unis, non pas en Floride, mais en Californie et dans l'État de New York. Au cours de notre enquête, nous avons identifié 2 Colombiennes qui travaillaient au blanchiment de l'argent. Nous avons pu les approcher et en faire des sources d'informations. Mary Valencia est inculpée en vertu des lois fédérales relatives à l'association de malfaiteurs et accusée d'être le cerveau d'un gigantesque réseau de trafic de cocaïne. Bien qu'elle ait été démasquée, elle continue son commerce. Lorsqu'elle est partie en Colombie, elle gagnait encore des millions de dollars. Elle a continué à diriger la distribution de centaines et de centaines de kilos de cocaïne aux États-Unis. Et son organisation a continué à prospérer. Les forces de police connaissent la source de la cocaïne, mais n'arrivent pas à fermer la vanne. Ils ont su reconstituer ses transactions passées, mais ils ne parviennent pas à anticiper ses actions à venir. Mary Valencia utilise en Colombie la même structure légale pour cacher son trafic de drogue. Elle ouvre des salons de beauté. Elle gérait son organisation depuis Santa Rosa de Cabal. Elle y avait fait construire un grand magasin. Elle avait réhabilité toute la ville. Sous le coup de 2 inculpations aux États-Unis et avec 2 agences fédérales à Cetros, la Señora figure désormais parmi les gangsters les plus recherchés dans la lutte antidrogue américaine. Mais en Colombie, elle est intouchable. Il n'y avait pas d'accord d'extradition avec la Colombie. Mais il n'y avait pas que cela. Nous ne pouvions pas faire part de notre intention de l'arrêter parce que les policiers étaient tous impliqués dans le système de drogue qui existait en Colombie. Donc ça ne servait à rien. Il fallait qu'elle soit appréhendée, soit aux États-Unis, soit dans un pays qui avait un accord d'extradition avec les États-Unis. En 1997, 5 ans après que Mary Valencia ait quitté les États-Unis, la chance sourit enfin aux policiers américains. Ça a été le fruit d'écoutes téléphoniques. L'un de ses employés a dit à certains de ses collègues « La Señora va au carnaval de Rio. Appelez-la avant qu'elle ne parte. »
Donc en février 1997, le FBI de Los Angeles et la DEA de New York partent pour le Brésil. Avec l'aide de la police brésilienne, les agents cernent l'aéroport de Rio de Janeiro à la recherche de leur trafiquante. Ils la cherchent. Ils ont une photo. Ils savent à quoi elle ressemble. Nous attendons encore et encore. Pas de mairie. Personne qui corresponde à son signalement. Il semblerait que la baronne de la cocaïne ait réussi à tromper la vigilance des agents et à se fondre dans l'effervescence et la foule du carnaval de Rio. J'ai dit, épluchons toutes les déclarations de bagages. C'est ce qu'on a fait et on a trouvé un nom qu'on connaissait. C'est le nom de l'une de ses associées connues. La Señora est bien là parmi eux avec un nouveau visage et une stratégie pour survivre. Elle avait changé son apparence. Elle n'avait plus le même visage. Février 1997. Des agents américains du FBI, de la DEA et des policiers brésiliens sont à la recherche d'une criminelle. Ils arrêtent une suspecte qui arrive de Colombie pour le carnaval annuel de Rio de Janeiro. Ils ont reconnu le nom d'une des associées de Mary Valencia. Elles avaient déjà récupéré leurs bagages. Nous avons traversé l'aéroport en courant. Elles étaient à la toute dernière porte en train de monter dans une camionnette et nous avons dit « Attendez, attendez !» Au sein du groupe, ils trouvent leur proie, mais la suspecte n'a pas vraiment l'apparence physique de Mary Valencia telle qu'elle figure dans leur dossier. Elle avait de nombreux passeports avec différents noms, différentes identités. Elle avait des livres de comptabilité. Et ces livres contenaient les noms des clients et les quantités. Au départ, elle a essayé de déchirer ces livres, mais la police fédérale l'en a empêché. Puis, elle a raconté qu'elle avait un salon de beauté et que c'était des clients qui lui devaient de l'argent. Mais il est évident que des produits de beauté ne coûtent pas aussi cher. Mary Valencia a eu recours à la chirurgie esthétique pour modifier son apparence, mais cela ne lui a pas permis d'échapper à l'arrestation. Elle avait une apparence similaire mais ne ressemblait pas à la photo. Et au fond, elle a dévoilé elle-même son identité. Car même si elle utilisait un pseudo que je ne connaissais pas, lorsque je lui ai posé des questions sur sa mère, son père, j'ai bien vu que c'était la même personne, que c'était Mary Valencia. Tandis que la Señora est en garde à vue au Brésil, les agents fédéraux commencent à arrêter son équipe aux États-Unis. Plus de 70 suspects sont écroués dans l'État de New York, dans le New Jersey et en Floride. La plupart plaident coupables de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Cela ne fait aucun doute. Plus vous travaillez longtemps dans le trafic de drogue, plus vous augmentez vos risques de finir derrière les barreaux ou 6 pieds sous terre. Le bureau du procureur des États-Unis commence à travailler pour obtenir l'extradition de Mary Valencia afin qu'elle soit jugée aux États-Unis. Le fait qu'elle ait été arrêtée au Brésil est essentiel dans l'affaire. Il n'y avait pas d'accord d'extradition avec la Colombie. Bien sûr, nous avons préparé sa demande d'extradition du Brésil. Elle engage des avocats. Ils s'opposent à son extradition pendant au moins 1 an. Ensuite, on a appris que le cartel de Cali allait organiser son évasion de prison. En fait, ils ont dit « sortez-la de prison et tuez-la ». Parce que les dirigeants des cartels craignaient qu'une fois aux États-Unis, elle coopère et témoigne contre eux. Leur plan, c'était de la mettre dans un avion pour la Colombie et une fois l'avion en altitude, de la pousser hors de l'appareil. Si je suis convaincu qu'il ne voulait pas sa mort à ce moment-là, c'est parce que si le cartel de Cali veut votre peau, vous êtes mort. Au Brésil, avec les pots de vin, la corruption, les gangs dans les prisons, s'ils veulent tuer quelqu'un, ils le font. Donc je ne pense pas qu'ils avaient besoin de la faire sortir de prison pour la tuer. Nous avons convaincu le gouvernement brésilien qu'il existait une vraie menace. Et le Brésil a accepté de la transférer dans une prison haute sécurité. Ce qui se dit souvent à propos de Mary Valencia, c'est qu'une de ses sœurs a été tuée, assassinée peu de temps après son incarcération au Brésil, pendant qu'elle attendait son extradition vers les États-Unis.
Son beau-frère a été torturé sans pitié. Le torse écorché, enveloppé dans du fil de fer barbelé et finalement jeté dans une rivière. Le message a été transmis et elle l'a reçu. Avril 1998. La Cour suprême brésilienne rejette les recours de Mary Balencia contre son extradition vers les États-Unis. Elle est renvoyée immédiatement à New York pour y être jugée. On a procédé à de nombreuses nouvelles inculpations. On a arrêté 60-70 personnes et engagé des poursuites judiciaires contre chacune d'entre elles. La seule qui est allée devant un tribunal, c'est Mary Balencia. Elle plaide non coupable aux accusations de trafic de drogue et de blanchiment d'argent et prend donc le risque d'être jugée par un jury. Mary Balencia a peut-être pensé que le cartel de Cali trouverait le moyen de faire taire les témoins. Éventuellement de me faire taire moi, ou de soudoyer quelqu'un. Même si elle a été naturalisée américaine, elle a toujours cette culture colombienne qui lui dit qu'on peut se sortir d'à peu près tout avec de l'argent. Le procès dure 2 mois. La señora sera reconnue coupable de tous les chefs d'accusation pesant contre elle. Le juge la condamne à la prison à perpétuité. Et elle a commencé à pleurer et à avoir des remords. Mais vous savez, tous les criminels ont des remords lorsqu'ils sont condamnés à la prison à vie. Elle n'a pas fait exception. C'est quelqu'un qui méritait vraiment la condamnation la plus sévère prévue par la loi. J'ai visité Mary Balencia pendant son séjour dans la prison de Tallahassee. Quand je suis arrivé, le gardien m'a dit « Vous venez voir Mary ?» J'ai répondu que oui. Il m'a dit « Il faut que vous sachiez que c'est elle qui dirige ma prison. » J'ai demandé « C'est une bonne ou une mauvaise chose ?» Il m'a dit « Ni l'un ni l'autre. Simplement, sachez que rien ne se passe dans cette prison sans qu'elle le veuille. » Mary Balencia est un nom de plus sur la longue liste des narcotrafiquants qui ont fait une belle carrière. Mais elle a une mention spéciale, puisque c'est une des rares femmes à y être arrivée. Et elle est également de nouveau libre. Fait surprenant, après avoir purgé seulement 15 ans de prison, alors qu'elle a été condamnée à la perpétuité, Mary Balencia est libérée en 2012. Je suis déçu qu'elle ait bénéficié d'une réduction de peine. Je ne vois pas ce qui justifie sa libération. Ça me laisse perplexe. Les informations concernant la remise en liberté de Mary Balencia sont sous scellé. La raison pourrait ne jamais être connue. Elle n'était pas violente. Et ça, c'est un aspect important. Et elle avait beaucoup d'informations sur le fonctionnement du réseau. Ça la rendait précieuse. Certains pensent que la señora est rentrée dans sa Colombie natale. Les femmes semblent pouvoir raccrocher et adopter un profil bas. C'est apparemment son cas. Bien qu'elle se fasse discrète aujourd'hui, Mary Balencia ne tombera jamais dans l'oubli aux États-Unis. Elle a fait entrer littéralement des centaines de tonnes de cocaïne dans notre pays. Beaucoup de gens ont souffert à cause de ça. Beaucoup de gens sont morts à cause de ça. Est-ce vraiment un monstre? Je ne sais pas, mais c'est une vraie criminelle.